J'ai été agressé sexuellement et c'est comme ça que j'ai été contaminé. Les travailleurs du sexe sont accros au sexe. Assieds-toi. C'est une fierté d'avoir été en prison. Attends, 2 secondes. Et ça, c'est rageant au possible. Ceux qu'on sort, ils sont marqués à vie. Hein. On se dit, oula. Conne, c'est juste bête. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand tu veux. Je suis Bernard Bassama, j'ai 61 ans, originaire du Cameroun. On m'a informé de ma séropositivité vers les années 96. Je m'appelle Florence Thune, j'ai 53 ans. Je suis directrice générale de SIDAction et je vis avec le VIH depuis 24 ans. Je m'appelle Rémi, séropo depuis à peu près 6 ans. Quand j'ai appris, j'étais étudiant. Je m'appelle Christine, j'ai 52 ans. Je suis séropositive depuis 1990. Aujourd'hui, j'ai une allocation adulte handicapé parce que je suis invalide à 80% et j'ai choisi d'offrir mon temps pour combler un peu ce vide que j'avais. Et donc, je me suis engagée dans différentes associations. Je m'appelle Sacha, j'ai 28 ans et j'habite à Paris et je suis séropositif depuis 5 ans. Aujourd'hui, je suis professeur de pole dance. Je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans et je suis designer en architecture. Je suis séropositif depuis 10 ans. Ça fait très longtemps que j'attends qu'on puisse témoigner quelque part. Être séropositif t'éloigne de tes proches. Ouais, si je réponds pour moi, je vais me mettre là en fait. Oui, bah après, c'est un peu ma vie. Hein. Moi, le sida, finalement, le VIH, ça a beaucoup détruit de choses, mais c'est le rejet familial quoi, qui a eu lieu. Je ne vois plus ma mère depuis plusieurs années, parce que c'est mieux comme ça. Il n'y a pas de nouvelles, il y a juste un SMS pour souhaiter bon anniversaire, et puis c'est tout, quoi. Finalement, depuis que j'ai coupé les ponts, ça va très bien. Après, je crois que de l'autre côté, ça ne va pas très bien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'après, c'est le moment de l'annonce à ses proches qui est toujours... parce que tu sais jamais effectivement ce qui va se passer, ou tu vas le dire à tes proches ou à tes moins proches. Hein. Je l'ai vécu en reculant à chaque fois. J'avais pas peur que mes parents, par exemple, me rejettent. J'avais peur de faire la peine à mes parents, en fait. Enfin, donc je reculais. Donc j'ai toujours un bon moment qui était de dire ah non, là, mon père, il rentre en retraite, donc c'est pas le bon moment. Oh là, c'est Noël, c'est pas le bon moment. Enfin bref, n'importe quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir leur dire. Je me suis fait engueuler par ma mère parce qu'elle m'a dit la prochaine fois, tu nous cacheras pas ça aussi longtemps. Il n'y aura pas de problème, en fait. Moi, ça m'a même plutôt rapproché même des miens. Et voilà. Mais pour ça, je mesure toute la chance que j'ai. Et moi, je me suis mis là parce qu'au début, puisque je l'ai su quand j'étais gravement malade, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter d'eux pour le peu de temps qui me reste, quoi. Donc je me suis rapproché d'eux parce que je me suis dit, puisqu'il ne me reste que quelques temps à vivre, bon, je vais essayer de profiter d'eux au maximum. Mais c'est vrai qu'après ça, je me suis rendu compte que quand on vous rejette, quand c'est un de vos proches qui vous rejette, ça fait encore très très mal, quoi. Je comprends, par exemple, toi, pour ta maman, pour... Après, c'est des rejets insinueux, parfois. Enfin, il y a des jours, ça se passe bien. Il y a d'autres jours, la discrimination ressort vraiment. On a quand même des liens avec les proches qui sont forts, mais le virus, il gagne dessus. On a été voir un psy, on a beaucoup parlé et tout, mais ça a rien fait. Donc, quand j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer, voilà, j'ai mis fin. C'est hyper violent, quand même, de voir que toi, en plus, je pense que tu es plus jeune que moi, tu t'es distancé de ta famille. C'est mon vécu, mais moi, ça s'est très très bien passé. Ma mère m'a accompagné chez le médecin quand j'ai été contaminé. Enfin, moi, j'ai des liens très très forts avec ma famille. Ça n'a absolument rien changé avec ma famille entière. Et de voir que ça arrive encore, que certains se distancent de leur famille, ça me fait beaucoup de peine de voir de ce côté-là, en fait. C'est hyper touchant, en fait. Après, c'est toujours quelque chose qui se rajoute, en fait. Le virus, il se greffe aussi à des problèmes de base, quoi. Enfin, moi, j'avais déjà des soucis parce que j'étais déjà discriminée pour l'homosexualité, de par ma famille. Je l'ai vécu comme un deuxième coming out, moi, le HIV. Là même, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées dessus, et c'est... En fait, il s'agit du coming out des autres, j'ai l'impression. Il s'agissait de juste vivre dans l'image de l'autre, que ce soit l'homosexualité ou le HIV. Ce qu'on nous renvoie tout de suite, c'est... j'ai l'impression, c'est... comment ça t'est arrivé, quoi.
Et moi, parfois, je l'expliquais, et parfois, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Enfin, on s'en fout de la façon dont ça m'est arrivé, en fait. C'est arrivé, point, quoi. Et à partir du moment où tu vas donner l'explication de savoir comment c'est arrivé, et ben c'est comme si ça allait permettre aux personnes de te mettre dans la case, soit tu l'as bien cherché, soit tu étais trop naïve, soit... Voilà. Je me serais tuée. Je l'entends plus, celle-là, mais pendant longtemps, j'ai eu je me serais tuée à ta place. Ou je l'aurais tuée. Il fallait tuer quelqu'un, quoi. Ah ouais. Les jeunes, c'est ce qu'ils me disaient souvent à l'école. Enfin, quand j'allais en prévention, effectivement, ils me disaient « mais ils le savaient ?» Je dis « sans doute, oui. » Je dis « voilà, mais moi, je l'aurais tué. » Je dis « non, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû être actrice de ma propre prévention, de mon corps, et de me dire, il faut mettre le préservatif, et s'il ne me le propose pas, il faut que je le propose. Mais je dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, moi, je n'ai pas eu cette réflexion, évidemment. Puis il y a encore énormément de séropos qui ne le disent pas à leur entourage. Oui. Il y a des femmes qui sont mères de famille, qui se cachent pour prendre leurs comprimés, qui ont peur qu'on tombe sur leurs comprimés dans leur sac tous les jours. C'est une double peine, quoi, parce qu'on a déjà la maladie et ensuite on s'inflige à soi-même, on est obligé pour survivre de se cacher, quoi. Le poids du secret, parfois, il est plus fort que le poids du VIH au sens médical du terme, quoi. Les personnes séropositives sont toutes homosexuelles. Le virus, il touche tout le monde. Enfin, peu importe qui on est, il s'attaque dès qu'il peut, il s'attaque, quoi. Donc, puis c'est une épidémie très féminine aussi, le sida. Les femmes sont très touchées. Au niveau mondial, quand même, il y a plus de la moitié, c'est des femmes. C'est la sexualité qui fait qu'on prend un risque, mais c'est certainement pas le type de sexualité. Le cliché, il vient du début de l'épidémie, avec les images qu'on avait des années 80, avec au départ une communauté homosexuelle qui était effectivement très fortement touchée. Et je pense que beaucoup de personnes ont gardé aussi des images de cette époque-là, sans forcément voir après la façon dont ça a évolué. Puis il y a ma génération aussi qui a été, moi j'ai 30 ans, qui a été marquée par, je dois avoir 8-9 ans, je suis devant la télé et on parle du cancer du gay pour parler du sida. Et moi j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a eu une libération sexuelle et où beaucoup de gens qui avaient une sexualité qui n'était pas mariée ont été peut-être attachés à une forme d'homosexualité. Je pense aussi aux enfants. Aux enfants on ne peut pas dire qu'ils sont soit hétéros, soit petits-enfants, 2 ans qui sont malades, qui l'ont attrapé peut-être dans le ventre de leur maman ou lors de l'allaitement. On ne peut pas dire qu'ils sont hétéros ou... En tout cas, ils ne le savent pas encore à ce moment-là, c'est sûr. Au moins, à ce moment, on ne sait pas. C'est des clichés aussi qui sont super délétères, en fait, parce que du coup, ça permet à des gens de croire que ça va nous toucher que la communauté LGBT, surtout les gays. Et il y a des gens, du coup, qui pensent qu'ils ne vont pas l'attraper, qui ne se protègent pas, qui n'ont recours à quasi aucune prévention, et vu qu'en plus, derrière, ils ne se font pas spécialement dépister parce qu'ils en ont juste pas peur, en fait. Ça permet à l'épidémie de continuer à proliférer aujourd'hui, à moindre effet qu'avant, mais ça permet quand même à l'épidémie de survivre aujourd'hui et qu'on ait quand même des chiffres de contamination qui sont pas inquiétants, mais qui sont quand même assez élevés. Quand on est séropositif, certaines portes se ferment. Oui. Pas des portes sexuelles. Déjà. Enfin, je me souviens, j'ai 20 ans, c'était ma meilleure amie, c'est la première phrase que j'ai entendue là-dessus qui m'a dit « Oh, c'est dommage, les plans cul, pour toi, c'est terminé. » Waouh. Ouais. Wow. Et en plus, moi, un peu crétin, je pense, à l'époque, c'est que je me suis dit « Bon, il y a des traitements, ça va. Donc ça devrait bien se passer. » Et je l'ai toujours dit par honnêteté, m'en suis pris un peu plein la gueule. Entre des va crever celle-ci d'Aïk, j'ai eu des lettres de menaces, je me faisais insulter quand je rentrais en boîte. C'est vrai qu'il y a des portes qui se ferment, mais quelques temps après, ou bien quelques mois, quelques années, ces portes qui étaient fermées peuvent s'ouvrir. Par exemple, dans le milieu du travail. Moi, j'ai constaté, vous pouvez le dire et perdre votre emploi. Vous pouvez ne pas le dire. Et moi, c'est mon cas. Et le jour que vous le dites, vous rendez compte que votre patron vous accepte. Il y a des personnes qui s'évanouissent, mais qui peuvent... Qui s'évanouissent, ouais. Qui s'évanouissent ou bien qui disparaissent dans la nature, mais qui après peuvent revenir. Donc je suis là, mais c'est pour ça que je ne me suis mis pas trop totalement là. Puis il y a des portes de médecins ou professionnels de santé qui se ferment.
Moi, j'ai une porte d'une dentiste qui s'est fermée, et porte d'un gynéco aussi. Enfin, et parfois, je trouve que les portes, elles se ferment au moment où tu t'y attends le moins. J'ai eu une fois où je débattais sur Internet, et c'est l'expérience qui, je pense, m'a le plus choqué. Je débattais avec une jeune fille justement sur le VIH, et elle m'a sorti de but en blanc. Mais enfin, maintenant que je sais que tu es séropositif, moi, je ne mangerai pas derrière toi, parce que j'aurais peur d'être contaminée. Donc déjà, j'étais un peu sur le cul. Et juste après, elle me balance que c'est son père, qui est médecin généraliste, qui lui a dit ça parce qu'il l'a lu dans un livre. Et j'étais là, genre, ah ok, donc t'as fait je ne sais pas combien d'années d'études pour aller déblatérer, genre, ça à ta môme qui va aller raconter ça sur Internet. Ok. En 2020, tu peux te dire, c'est quand même dingue de penser ça. Moi, je leur en veux pas, mais là où j'en veux aux gens qui peuvent effectivement fermer une porte, c'est surtout de pas essayer de s'informer. J'étais à Aide il y a quelques semaines et bon, ça s'est pas très bien passé à Aide. Quand je suis rentré à Aide, on a fermé la grille, on a tout calfeutré, tout était déjà dans une ambiance qui, moi, me convenait pas. Je viens pas avec une honte. Comment on peut avoir peur d'une maladie si personne la porte ? Et tu dis, faire de la prévention sur du vide. Faut aussi avoir les épaules pour le porter. J'ai un ami qui tient un compte Instagram, Séropo vs Grindr. Et il y a encore même pas une semaine, il avait reçu un message sur le compte, oui. Mais en même temps, il n'y a pas à être fier d'être SIDAï, qui était là, genre, oh là là. Ah ouais, genre, il y a aussi c'est très cool de militer, de vouloir le porter, mais il y a aussi, faut être capable d'encaisser le choc, psychologiquement, les gens qui vont venir c'est pour ça qu'il faut des supports. Vont venir te lancer des attaques absolument ignobles. Et même parfois, c'est nous qui nous la fermons, la porte, parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a été tellement violentés aussi, parfois, que... Voilà, moi, personnellement, j'ai dû fermer la porte à ma famille, directement, à ma mère, à ma sœur. Et puis, en fait, les personnes séropositives, on le voit, elles sont très, très seules. Les personnes séropositives vieillissantes, il n'y a plus trop d'entourage. Elles n'ont pas pu énormément travailler, elles n'ont pas ce réseau de collègues qu'elles ont pu garder. Enfin, c'est beaucoup de solitude, quoi. Alors, je jouais au foot à un très bon niveau et j'ai dû arrêter pour ces soucis de santé. Mais j'ai toujours repris. Et donc, du coup, avec mes coachs, j'en ai toujours parlé. Et ça s'est régulièrement et toujours bien passé. Il y avait tout ce qu'il fallait, beaucoup d'associations qui permettaient d'en parler. Mais ceci étant, dans le monde professionnel, quand j'ai eu l'annonce, je travaillais dans un hôpital et là, ma grande surprise, on m'a déclassée, on m'a mise en reprographie au dernier sous-sol de l'hôpital. Je ne devais plus être en contact avec les personnes, je ne devais plus servir les personnes. Et là, j'ai eu ce frein. Ça ferme aussi la porte des banques. Surtout les prêts bancaires. En fait, c'est pas tant les banques que les assurances qui veulent pas t'assurer parce que t'es séropo et que les assurances prennent pas de risques. Donc, quelque part aujourd'hui, on te dit la vie avec le VIH, c'est soi-disant une vie normale. Bah oui, sauf quand tu veux. Sauf quand tu veux acheter une maison. Quand tu veux acheter une maison ou même autre chose. Voilà, quand tu veux prendre une assurance vie. Le sida, c'est pas grave. On n'en meurt pas. En fait, c'est le problème aujourd'hui, quoi. C'est qu'entre sida et VIH, il y a ces mélanges. Le sida au sens maladie, bah oui, on en meurt. En tout cas, si t'as pas accès à des traitements, bah oui, il y a encore 700 000 morts par an. Donc voilà. En revanche, si on parle du VIH, qui est le virus, ce qui est effectivement différent, à partir du moment où tu as accès à un traitement, et bah effectivement, quand tu as accès à un traitement aujourd'hui, grâce à ce traitement, tu meurs plus. Entre séropositif, sida et... c'est sûr. On sentait les campagnes même qui hésitaient. Des fois, il y avait écrit sida, des fois, il y avait écrit HIV. Des fois, Et maintenant, il va falloir faire attention quand on dit je suis séropositif ou séropositif, parce que tu peux être séropositif au coronavirus. Ah oui, maintenant, en plus, oui. Il y a des personnes à qui je disais j'avais le VIH, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Il y a des moments où, quand on utilise le mot sida, les gens comprennent. Là, ils comprennent. À certaines personnes, il faut dire j'ai le sida. Parce que quand vous dites j'ai le VIH, ou bien je suis séropositif, bon, il y en a qui ne comprennent pas. C'est vrai qu'il y a une confusion dans la tête des gens. Et puis avec l'arrivée des traitements et tout ce qu'on peut entendre, effectivement, on peut se dire qu'avec les traitements, on n'en meurt plus, mais non, enfin, on en meurt moins. On en meurt moins, mais il y a encore des gens, même avec traitement, malheureusement, qui décèdent encore. Et puis même des personnes séropositives qui ne sont qu'au stade de séropositivité et qui décèdent. Même si, effectivement, il faut qu'on soit très positif parce que les traitements nous sauvent la vie. Moi, je suis dans une association, les Actopiennes. Notre discours, c'est pas une maladie chronique, parce qu'on veut aujourd'hui chroniciser la maladie.
Bah nous on dit pas ça parce que en fait peut-être qu'on meurt plus du sida, du VIH, mais en fait on meurt de beaucoup de maladies qui se greffent au VIH et qui se nourrissent du VIH qu'on a dans le corps, quoi. Il y a des cancers surreprésentés chez les personnes séropositives. Il y a beaucoup de personnes séropositives qui sont diabétiques, voilà, des comorbidités assez importantes qui finissent par les tuer à petit feu. Et puis voilà. Et puis on a une mort sociale aussi. Voilà, on parlait de la solitude tout à l'heure, mais il y a des gens qui ça joue énormément sur la maladie aussi, le fait d'être tout seul, économiquement aussi beaucoup de précarité chez les personnes séropositives qui vivent aux minima sociaux, qui ont du mal à se faire reconnaître pour leur handicap aussi. Et surtout maintenant avec toutes les ressources qu'il y a disponibles en fait sur Internet, on a la chance, ma génération, la génération d'après, c'est d'avoir accès à un flot d'informations énorme avec Internet. Enfin, moi quand j'ai été contaminé il y a 5 ans, quand j'ai découvert que j'étais séropositif, je l'ai plus ou moins bien appréhendé. Enfin, ça fait jamais plaisir de savoir qu'on est séropositif. Mais les ressources que j'ai pu trouver en ligne, ça m'a quand même permis de tempérer ma réaction et de pas partir dans un drama monumental, genre mon Dieu, je vais mourir, je vais avoir le sida. Attends, ça dépend sur quelle page tu tombes, hein, parce que des fois, moi, de temps en temps, je regarde sur Internet pour voir ce qui ressort. J'ai pas été chez Valeurs Actuelles. C'est ce qu'on essaie aussi de faire passer comme message pour que les personnes aillent se faire dépister. Parce que c'est vrai que si on renvoie tout le temps quelque chose qui est lié à la mort, à la peur, etc., autant dire que ça donne pas vraiment envie de savoir. Et que c'est important ça, de continuer à se dire, voilà, si vous apprenez aujourd'hui que vous êtes séropo, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vivre avec, il y a des traitements maintenant. Et la recherche a beaucoup avancé. Ouais. Hein. Avec la PrEP, plus de contamination. Ouais, je vais me mettre là, mais je vais vous dire. La PrEP, en fait, c'est une traduction de prophylaxie pré-exposition. Voilà. Donc, en fait, c'est une abréviation pour dire que c'est finalement un traitement ou une molécule que tu prends, un peu comme la pilule, que tu prends avant un rapport sexuel pour éviter d'être contaminé par le VIH. Je suis mis là parce que je l'ai pris en fait par réflexe. J'ai une présidente qui s'appelle Françoise Barressine aussi, qui a découvert le VIH, donc j'ai une espèce de réflexe scientifique avec la PrEP. Si tu la prends correctement, effectivement, tu n'as pas de risque d'être contaminé. Un peu comme avec les traitements, quand tu prends correctement, tu n'as pas de risque non plus de contaminer ton partenaire. Ah, j'ai compris. Tu vois Genre, si je prends la PrEP, il n'y a plus de contamination. C'est oui, pas avec la PrEP qu'il n'y a plus de... Non, moi j'ai compris comme ça. Bon, allez, pars pour pas que tu sois seule. Ça existe depuis combien d'années On commence à la promouvoir depuis 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, donc on a le recul assez sur les études hommes-femmes. Alors, au départ, plutôt homme, c'est-à-dire que c'est plutôt efficace pour les hommes, c'est-à-dire qu'elle a plus de mal à rentrer dans les muqueuses, etc. Et c'est pour ça en fait, qu'il a commencé à y avoir des essais. En fait, avec des anneaux vaginales, avec des injections. La PrEP pour les femmes, ça mettait plus longtemps à agir. Il fallait jusqu'à 21 jours de prise quotidienne. Alors ça a peut-être changé là, mais pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, les prescriptions en France, je crois que c'est une bêtise, mais c'est 95% hommes. Quoi. Enfin, oui, bien sûr. Donc il y a encore une information à faire là-dessus. Je suis un peu partagée, parce que moi, j'aurais eu la PrEP à l'époque, j'ai été contaminée pendant un viol. Donc si j'avais été sous PrEP, j'aurais peut-être pu l'éviter. Après, je suis pas trop fan de réduire la prévention juste à la PrEP quand il y a plusieurs autres outils. Voilà, je suis un petit peu partagé à cause de ça. En fait, la PrEP, c'est un des outils qu'il faut avoir pour mettre fin à l'épidémie à l'échelle de la population. S'il y a pas mal de monde sous PrEP, ça permet de réduire le niveau de transmission dans la population. Mais il faut du dépistage, il faut beaucoup de gens qui se dépistent régulièrement. Il faut que les gens, quand ils ont une exposition à risque, ils aillent aux urgences hospitalières prendre le traitement post-exposition. Moi, en tout cas, ce qui me pose problème dans la PrEP, c'est là où je suis compliqué, parce que oui, mais ce qui me dérange, c'est que ça réaxe encore la prévention autour des séronégatifs. Et que le séropositif existe et qu'il peut aussi avoir une prévention par le simple fait que des séropositifs existent, sont visibles. J'ai l'impression du coup de vivre dans un monde où il y a des séronégatifs et des gens qui prennent la PrEP. J'ai l'impression qu'avec le temps, ça va amener soit vers une forme de déni, soit vers une forme de paranoïa. Mais j'ai pas pris de traitement moi pendant 5 ans, par refus. J'ai quasiment eu aucune sexualité, très angoissé par beaucoup de choses. Et notamment, c'est de me dire, demain je couche avec un garçon, j'ai les préservatifs qui craquent. C'est compliqué, hein. Ça, c'est les portes qu'on s'est fermées par rapport à la sexualité. Ouais. Moi, je l'ai fermée pendant 10 ans. Faudrait qu'on s'occupe un peu de nous, quoi, merde. Peut-être aussi.
Ouais, mais c'est l'acceptation de l'annonce, en fait, à un moment donné. Enfin, mais tu vois, on aurait une prévention ouais, par la visibilité des séropositifs pour que déjà, nous, on se détende un peu le string, qu'on arrive un peu à vivre tranquillement et qu'on puisse en parler. Il y en a quand même certains qui sont sous PrEP qui ont honte d'en parler aussi. Ça se voit, enfin moi... Sous PrEP, des séronégatifs. Séronégatifs qui prennent la PrEP, qui ne le mettent même pas sur Grindr, en fait, qui le disent en privé. Moi, quand j'allais sur Grindr, je mettais négatif sous PrEP. Ou négatif, et je disais après aux gens en privé, écoute, je suis séropositif, parce que des fois tu reçois des messages d'insultes complètement gratuits de Jean Gérard qui est à 35 km et qui se dit vas-y c'est génial, je vais aller l'insulter. Ils en sont à oublier que c'est quand même un outil de prévention qui est génial en fait. Dans la médecine, tout n'est pas efficace. Une personne peut être contaminée par un virus qui est résistant au traitement qu'on prend. C'est vrai que c'est très faible, mais ce n'est pas zéro. Et puis aussi, la personne peut bien prendre sa PrEP, mais par exemple, elle se pique. C'est drôle, et elle peut attraper aussi. Je trouve qu'on a la chance là maintenant d'arriver dans les années 2020. On n'arrête pas de dire choisis ta prévention, quoi. Et choisis ta prévention, finalement, ça peut être nous, en tant que personnes séropo qui sommes sous traitement. De savoir aussi que sous traitement, tu contamines pas, ça a été une vraie libération. Bon, en tout cas pour moi, quoi. C'était waouh. Enfin, j'ai plus peur de contaminer mon conjoint, quoi. T'avais qu'à te protéger. Enfin, oui, enfin. Attention à ce que je dis. Je me dis, comment on va dire ça à un enfant, c'est ça? Ouais, t'as raison. Oui. Tu peux pas dire ça à un enfant. Tu peux pas dire ça à un enfant de 2 ans ou bien à un bébé qui l'a attrapé. Mais tu sais, je suis sûre que tu as entendu ces histoires où même justement pour des gamins, on a entendu parler d'enfants qui étaient éjectés de leur école parce qu'ils étaient séropositifs. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que même quand les gens savent que, effectivement, pour un enfant, tu te retrouves soit déjà avec un jugement sur la mère, qui aurait pu, je sais pas quoi, prendre un traitement, etc. Et ce qui est déjà super difficile à vivre pour la maman et pour le papa d'ailleurs, enfin je dis. Et de fait, en plus de ça, même quand tu sais que l'enfant, par définition, n'était pas forcément acteur dans sa prévention, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a quand même, on trouve quand même le moyen d'avoir des situations de rejet, quoi. Non, et puis j'ai une amie qui m'a dit, c'est une grande amie qui m'a, il n'y a pas longtemps, m'a touché en me disant ça, m'a dit on n'est jamais responsable d'une maladie. Il n'y a pas de responsabilité à être malade. Une maladie, c'est un drame, c'est un accident, ça se vit. Il n'y a pas de responsabilité. Il faut être responsable après. Il faut être responsable de ce qui s'est passé et puis agir et faire ce qu'il y a à faire. Mais un drame est un drame. Puis humain, c'est un acte d'amour. Et à un moment donné, attends, le préservatif, c'est pas si simple pour tout le monde. Enfin voilà, c'est humain. C'est humain aussi. La sexualité reste un plaisir. Et je pense que... parfois dans l'élan, ça peut arriver. Ça, qui n'a jamais je pense que on n'a pas jugé. Ça présuppose que les gens sont informés. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas du tout informés, qui ont vraiment un manque là-dessus. Et puis, tu n'avais qu'à te protéger. Enfin, il y a plein de conditions. Il y a des gens qui sont tellement dans des conditions difficiles que... la protection, c'est le dernier souci. Puis c'est toi et ta chance, en réalité. Enfin, moi, j'ai des copains qui couchent moult, qui font pas vraiment gaffe. Et puis, ils ont rien. Moi, à l'époque, j'ai 20 ans, je tombe amoureux et puis ça arrive. Ah oui, c'est ça. Premier rapport contamination, parce que moi, parler du préservatif, c'était pas comme, c'était pas si simple. Et puis que à l'époque, j'ai pas pensé. Moi, ça présuppose aussi que t'étais obligatoirement consentant. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai été agressé sexuellement et c'est comme ça que j'ai été contaminé. On m'a déjà sorti, il fallait te protéger. Et la personne, j'ai rétorqué du tac au tac, genre, bah ouais, moi aussi. Sauf que j'étais pas conscient. Et là, du coup, t'as la personne qui est en face et qui est là, genre, ah mais, oui mais il n'y a pas d'amé en fait, tu es en train de me faire du vieux slut shaming, genre t'avais qu'à te protéger, sauf que j'étais inconscient en fait, donc moi aussi j'aurais bien aimé qu'il ait une capote. C'est vrai qu'avec les jeunes on parle aussi souvent de la question du consentement, parce qu'on se dit avant même de parler de protection, VIH, etc., si finalement, dans la plupart des cas, si vous avez une sexualité finalement qui est consentie, c'est-à-dire que vous avez envie de cette relation sexuelle, déjà c'est peut-être un tout petit peu plus facile de parler de préservatif. Mais si cette relation sexuelle, elle vous est imposée, ou si vous n'avez pas envie, etc., peut-être que c'est plus compliqué de... Donc, il faut être à l'aise avec sa sexualité pour arriver à en parler. Et puis en plus, il y a un truc qui est particulier pour les homosexuels, c'est que entre les actifs et les passifs,
c'est pas le même comportement au niveau du rapport. C'est-à-dire que quand tu es actif, tu mets le préservatif. Ouais. Ah oui. Quand tu es passif, tu as moins la gestion de ce qui se passe derrière ton dos. Quand une personne vient d'apprendre peut-être, ou bien vous dit qu'elle a cette maladie, ce n'est pas la première question qu'on devrait lui poser. La personne a besoin qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente acceptée. Ouais. C'est carrément un coup de massue qu'on vient d'avoir. Alors quand vous demandez, vous déviez, vous protégez. C'est pour ça, il y a des moments où on a envie vraiment de témoigner, nous, personne, mais ce n'est pas nous seuls qui pouvons porter. On a besoin de support, on a besoin de relais. Il faut que les médecins soient avec nous, il faut que la famille soit avec nous, il faut d'autres personnes, il faut que toute la société s'engage. De toute façon, le sida, c'est plus trop d'actualité. C'est compliqué. Oui, parce que c'est l'intérêt de... C'est ce qu'on dit, quoi. Je n'ai pas compris la question. Alors le sida, ça serait plus d'actualité? Malheureusement, non. Il y a quand même plus de 6000 contaminations chaque année en France. À l'étranger, j'en parle pas. Il y a plein de séropositifs en France. Il y a plein de gens qui vivent avec. On a parlé des enfants. Il y a encore des enfants qui grandissent avec. Il y a des personnes qui vieillissent avec. Il y a 1200 séropos qui meurent chaque année en France du VIH et de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. Oui, c'est une épidémie qui a plus de 30 ans et qui, dans la tête des gens, appartient au passé. Mais malheureusement, elle est toujours d'actualité. En termes de contamination, il y a encore 1,8 million de personnes qui se contaminent par an. Donc c'est encore énorme. En fait, moi, je me suis mis là, mais parce que j'entendais la phrase en disant oui, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que le sida est plus d'actualité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... c'est une maladie chronique, voire on a eu quand même un éditorialiste il n'y a pas très longtemps sur une chaîne que je ne citerai pas qui a dit le sida ça n'existe plus alors qu'on n'a pas eu de vaccin. Donc, et effectivement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est plus d'actualité. Oui, c'est pour ça que là j'ai presque, oui, évidemment, une fois que j'ai dit ça, de repasser sur l'autre canapé. D'ailleurs, je vais le faire. Hop. Et ce qui est fou, c'est que comme en plus, quand on parle des 700 000 morts par an, les 700 000 morts par an, ils ne sont pas en France, quoi. Coronavirus, ça aurait été qu'une épidémie en Afrique, on n'en entendrait pas du tout parler. Donc finalement, on ne s'occupe plus de ce qui se passe au niveau international, alors que ça reste une pandémie, quoi. Enfin, on reste sur un niveau international. Dans certains pays, on commence à avoir des poches de résistance à certains traitements. Et ce virus qui commence à devenir résistant à certains traitements, ces poches de résistance, elles peuvent arriver aussi en France, quoi. Donc je pense que tant qu'on n'en aura pas effectivement fini avec cette épidémie, enfin bref, le VIH/SIDA est toujours d'actualité, quoi. Si on voit par rapport au nombre de contaminations ou bien des décès, vous allez voir qu'on parle un peu plus trop du Covid. C'est le Covid qui est d'actualité, c'est pas le VIH. Oui, dans les médias, mais tu vois, pour le coup, les personnes vivant avec le VIH, elles se retrouvent à se battre contre deux virus à la fois. Il faut continuer d'accompagner les personnes qui sont nouvellement contaminées, parce qu'elles sont là. Les chiffres nous le montrent par an. Voilà, on ne peut pas le nier, c'est factuel. Il ne faut pas devenir indétectable comme notre charge virale. Ouais, exactement. Belle conclusion, Florence. Bravo. J'ai envie de passer le message aux personnes de ne pas discriminer les personnes vivant avec le VIH. Alors j'avais envie déjà de passer le message sur l'importance de témoigner. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre de lutter contre la discrimination. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des séropos, il faut avoir peur du virus et surtout des gens qui ne vont pas se faire tester. Une prise de risque aujourd'hui, ça peut être associé à un risque de grossesse, à un risque d'IST, d'MST, mais également au sida. Et je pense que ce qui est important, c'est de donner du corps, donner du vrai, donner du réel, quoi. Et ça passe avant tout par des gens qui sont concernés, et ce sont les séropositifs dans ce cas-là. La séropositivité, c'est pas une maladie exclusive aux homosexuels et aux drogués, comme beaucoup de clichés le véhiculent, et qu'on pouvait très bien vivre en étant séropositif.